Bonjour à tous, bienvenue à toutes et à tous, merci d'être venus. Aujourd'hui, on va vous emmener dans un voyage assez particulier vers l'infiniment petit des océans. Donc c'est un monde inconnu, invisible, parfois insignifiant, mais pourtant très très important pour la vie sur Terre. Et ça a été aussi très important pour l'évolution de la vie sur Terre. Donc avant tout, on va faire un petit pas en arrière et revenir un petit peu sur l'évolution de la vie sur Terre. Donc il faut imaginer, la Terre s'est formée il y a 4,5 milliards d'années. C'était une atmosphère irrespirable puisqu'il n'y avait pas d'oxygène. Le Soleil bombardait, brûlait la Terre puisqu'il n'y avait pas de couche d'ozone. Et puis il y a un événement extrêmement important dans l'évolution de la vie sur Terre, c'est l'apparition, il y a à peu près 3 milliards d'années, de ces petites bactéries vertes qui vont, ce qu'on appelle faire la photosynthèse, ils vont commencer à produire de l'oxygène. Donc je vous rappelle, il n'y avait pas d'oxygène sur Terre et ces petits organismes d'1 millième de millimètre vont être capables d'injecter de l'oxygène dans l'atmosphère. Et grâce donc à cette photosynthèse, on va revenir tout à l'heure. Et donc grâce justement à ce premier gaz oxygène dans l'atmosphère, eh bien la vie va commencer à se complexifier. Je vous montre ici un dessin d'un collègue, Christian Sardet. Je vous recommande d'ailleurs son dernier livre sur les cellules, où on voit effectivement toutes ces cellules qui commencent à interagir entre elles. Parfois, il y a des cellules qui se retrouvent dans des cellules, ils s'échangent des gènes, ils s'échangent de l'énergie, etc. Donc, il faut vraiment imaginer ce monde qui grouille. Et puis vient le deuxième événement majeur de l'évolution de la vie, c'est l'apparition de la cellule eucaryote. Alors, ce qu'on appelle une cellule eucaryote, eh bien, c'est une cellule qui contient un compartiment très important qu'on appelle le noyau, qui contient l'ADN, l'information génétique. Et donc ça a été vraiment majeur au cours de l'évolution, puisque ça a donné lieu à tous les eucaryotes, dont nous. Nous sommes composés à peu près de 30 000 milliards de ces cellules eucaryotes, donc avec un noyau. La particularité aussi de ces cellules, c'est qu'elles ont ce qu'on appelle des mitochondries. Et donc ces mitochondries, en fait, c'est des vestiges des anciennes bactéries. Donc on a tous des anciennes bactéries dans nos cellules qui sont transformées donc en mitochondries. C'est le moteur de la cellule qui produit de l'énergie. Ces mitochondries sont en train de fonctionner en ce moment, sont en train de brûler l'énergie de votre déjeuner pour vous permettre de venir jusqu'ici, réfléchir et un peu apprendre un peu plus sur le plancton. Donc voilà, c'est vraiment le deuxième événement majeur de l'évolution de la vie sur Terre. Et je vous dis ça parce que beaucoup de ce plancton marin est composé de ces organismes unicellulaires, c'est juste une cellule eucaryote. Donc voici un petit peu le résumé de la vie sur Terre jusqu'à aujourd'hui, avec ces deux événements majeurs, l'avènement de ces bactéries qui commencent à mettre de l'oxygène dans l'atmosphère, cette vie qui se complexifie, la cellule eucaryote qui commence à émerger, à se complexifier. Donc tout ça dans l'océan. Et puis bien après, bien après, l'apparition des animaux, il y a à peu près 600 millions d'années. Donc ne retenez pas les dates, elles restent approximatives, mais je pense que l'idée, c'est d'essayer de voir quand même l'échelle de temps, le timing de l'apparition de ces différentes formes de vie. Puis après, on a les plantes terrestres qui ont commencé à coloniser notre Terre. Et puis je vous ai montré aussi une photo, juste pour qu'on se resitue un petit peu l'océan à cette époque. Il y a 220 millions d'années, les plaques commencent à se séparer et les océans commencent juste à peine à se former. Et donc après, on a l'apparition des mammifères, donc on voit très bien, bien après l'apparition des organismes dans le plancton. Et puis des dinosaures, je pense c'est un petit peu la représentation qu'on a de la vie ancienne sur Terre. Les dinosaures, je pense qu'on a été tous bercés ou terrifiés par certaines histoires dans notre enfance, par les dinosaures qui pourtant ont une vie extrêmement temporaire, extrêmement courte dans l'histoire de la vie. Et puis, donc voilà, 35 millions d'années, on recommence à retrouver un petit peu les océans qu'on connaît à l'heure actuelle, donc c'est vraiment très très jeune. Et puis l'évolution du plancton a quand même évolué dans un océan unique et assez vaste. Et puis là, il y a des petits nouveaux organismes qui apparaissent.
hein. Alors vraiment, à l'échelle peut-être de la vie sur Terre, c'est peut-être quelques secondes, quelques minutes. Eh bien, c'est l'homme. Donc, on vient vraiment d'arriver ici. On ne sait pas trop combien de temps ça va durer, mais voilà, c'était juste pour vous donner un ordre d'idée de la vie sur Terre et de l'évolution, hein, dans le plancton qui a lieu depuis des milliards d'années. Donc l'océan actuel, hein, on le sait tous, hein, ça occupe 70% de la surface de la Terre. La profondeur moyenne est à peu près de 4 km, donc c'est un réservoir de biodiversité assez énorme, où grouille cette vie du plancton invisible, mais avec l'apparition des premiers microscopes au XIXe siècle, eh bien, les naturalistes, les chercheurs ont commencé à tomber un petit peu des nues sur ces micro-organismes, hein, de moins d'1 millimètre, c'est à peu près une centaine de micromètres. Et puis ils ont commencé avec le microscope ici à dessiner ces formes qu'on va voir assez incroyables. Donc c'est un peuple invisible, mais vous allez voir assez nombreux, hein. Ici on a ramené une bouteille, 1 litre d'eau de mer, donc on a l'impression que c'est hyper transparent. Et pourtant, avec des nouveaux microscopes, eh bien, les scientifiques ont commencé à dénombrer ces organismes invisibles, hein, du plancton. Donc c'est un environnement très complexe. Il faut s'imaginer que les organismes du plancton ne sont pas dans un milieu fluide, mais plutôt visqueux, hein. On imagine une piscine de miel, si vous voulez, où voilà, les organismes doivent se mouvoir un petit peu dans ce milieu visqueux. Et puis on peut compter dans 1 litre d'eau de mer, hein, que je vous ai montré, 10 à 100 milliards de virus, 1 à 10 milliards de bactéries, 1 à 100 millions d'eucaryotes, dont je vous ai fait voir là, avec le noyau, la mitochondrie. Donc on appelle ça aussi des protistes, hein, des organismes qui sont composés que d'une seule cellule. Et puis 10 000 à 100 000 animaux. Donc ça, c'est assez important aussi d'imaginer, hein, quand vous nagez ou parfois, malheureusement, buvez la tasse, eh bien, on a tout ce monde de plancton qui grouille et qui est très important, hein. Je n'aurai pas le temps de vraiment expliquer le rôle de chacun par rapport aux virus, par exemple. Ils sont extrêmement essentiels pour le plancton. Et donc aussi, un autre chiffre peut-être à imaginer, c'est que ce plancton, hein, ces êtres unicellulaires, représentent 98% de la biomasse marine. Donc vous avez dedans, hein, les baleines, les poissons, etc. Mais le poids représenté par ce plancton, eh bien, il représente 98%. Donc ici aussi, je voulais vous montrer un petit peu la diversité en termes de taille, hein. C'est invisible, mais il y a énormément de taille dans ce plancton, hein. Donc on voit ici de 0 à 1 mm, hein. Vous prenez la première graduation de la règle, et on voit effectivement que les virus, voilà, se situent autour de 200 à 400 nanomètres. On a les bactéries, et puis après ces protistes, hein, ces êtres unicellulaires eucaryotes qui contiennent ce noyau. Et puis après, on a des petits métazoaires, hein, on a beaucoup de larves de poissons, d'invertébrés qui se retrouvent aussi dans le plancton. Je voulais vous faire peut-être un petit focus sur ces organismes protistes qui sont assez incroyables, parce que certains, donc, ils ont le noyau, la mitochondrie, mais aussi, ils ont aussi acquis une nouvelle structure, un organelle qu'on appelle le chloroplaste. Et donc, c'est ce phytoplancton, peut-être que vous avez entendu parler de phytoplancton. Donc, c'est pareil que les microalgues, eh bien, ils ont, comme les plantes, ce chloroplaste, mais ils ont émergé bien, bien avant les plantes. Donc, on va revenir dessus, sur ce chloroplaste qui fait la photosynthèse, hein. C'est cette réaction qui permet, juste avec la lumière du soleil, de produire de l'énergie. Et donc, ils sont très importants, on le verra plus tard, puisqu'ils captent le CO2, le dioxyde de carbone, et relarguent l'oxygène dans l'atmosphère. Je voulais aussi vous dire que ce peuple est extrêmement divers. Là, je vous ai montré un petit peu un arbre de la vie du vivant, si vous voulez, sans les bactéries. Donc, chaque branche, à l'intérieur de chaque branche, il y a à peu près des centaines de milliers d'espèces. Et on voit ce phytoplancton, hein, ces microalgues, sont présents dans différentes branches de ce vivant. Et puis on voit par exemple que les plantes sont contenues juste dans cette branche. Donc c'est pour vous donner une idée de la diversité de ces organismes. On a des gènes similaires, plus similaires à des gènes de champignons que des planctons entre eux. Donc c'est vraiment des organismes qui ont évolué il y a des milliards d'années, donc extrêmement différents. Et donc maintenant, le phytoplancton, hein, dans nos océans actuels, joue un rôle extrêmement important. Vous voyez ici une animation de satellite. On peut observer ce phytoplancton de l'océan grâce à cette chlorophylle, hein, ce pigment qui permet la photosynthèse.
Et donc, peut-être que vous le savez tous, hein, le plancton est à la base de la chaîne alimentaire. Donc, il nourrit donc tous les invertébrés, les poissons, les baleines, jusqu'à l'homme. C'est vraiment extrêmement essentiel. Et puis, grâce à cette photosynthèse, eh bien, il va produire de l'oxygène. Donc, il y a à peu près 50% de l'oxygène de notre atmosphère qui vient du plancton. L'autre vient des plantes terrestres et des arbres. Et puis aussi, cette photosynthèse permet la captation de ce dioxyde de carbone, hein. On entend tous parler actuellement de ce surplus de CO2, cette augmentation de dioxyde de carbone dans l'atmosphère qui déclenche le réchauffement climatique. Eh bien, ces organismes sont extrêmement importants puisqu'ils permettent de puiser le dioxyde de carbone. Donc, on se doute bien qu'ils sont extrêmement importants pour le climat actuel. Et puis, au cours des millions d'années, hein, c'est des organismes donc, qui captent le CO2, le dioxyde de carbone, et puis ils peuvent mourir et venir sédimenter au fond des océans. Et pendant des millions d'années, ce processus a eu lieu, et ce qui a permis le pétrole, hein, que nous utilisons actuellement énormément, peut-être un peu trop, et puisqu'on réinjecte du CO2 dans l'atmosphère, donc c'est un CO2 qui vient du plancton. Et puis juste vous donner une idée que le plancton, c'était quelque chose de très dynamique. Il faut imaginer des forêts comme ça qui apparaissent et disparaissent en quelques jours, quelques semaines. Donc on pense que la régénération, hein, du plancton, suivant l'environnement, suivant les saisons, on voit un petit peu derrière avec l'animation, c'est des organismes très dynamiques, hein. Donc voilà, je voulais terminer aussi sur ces organismes. Je vous l'ai dit, hein, donc il faut s'imaginer c'est une seule cellule, mais ils sont capables de faire des choses incroyables. Et on peut les appeler aussi un peuple architecte, puisqu'ils sont capables de faire des structures minérales, alors de différentes en craie ou alors en verre. Ils sont capables de faire ce qu'on appelle des squelettes externes. On ne sait pas exactement la fonction de ces squelettes, de ces structures, probablement pour se protéger des prédateurs. Donc je vous laisse apprécier un petit peu les formes différentes de ce plancton et on va voir dans un film aussi un petit peu plus de diversité. Donc voilà, on va continuer. C'était un peu une introduction, hein, pour resituer un petit peu le rôle et l'importance de ce plancton qui est invisible mais extrêmement important sur le vivant. On va vous montrer une vidéo de 5 minutes. Hein, c'est une vidéo, on appelle ça immersive. On a reconstruit des organismes du plancton en 3D avec des collègues à la station biologique de Roscoff il y a quelques années. C'est un projet qui s'appelle Planctomania. Et puis ensuite, après, on va vous montrer une nouvelle application qu'on a développée en réalité virtuelle, donc qui s'appelle PlanctoQuest, grâce à un financement d'une fondation aux États-Unis, où on a pu, comme ça, on fait beaucoup de microscopie en fait, pour rentrer dans les cellules, pour comprendre un petit peu comment s'organise cette cellule en fonction des conditions. Et puis, on a créé cette vidéo immersive où on peut interagir, on peut capturer le plancton juste avec les mains et puis disséquer, si vous voulez, l'organisme avec les mains. Donc, c'est un projet qui a démarré l'année dernière et avec plusieurs instituts de Grenoble et à l'échelle internationale aussi. Donc, on peut peut-être jouer maintenant le film. Donc, je ne vais rien dire, hein, ça va être l'immersion. L'idée, c'est pas trop de vous bombarder d'informations, mais peut-être que voilà, vous rentrez dans ce monde un petit peu microscopique, inconnu. Voilà, une bonne plongée.
commence à rentrer dans ce monde des protistes, hein, des organismes, je vous ai dit, avec une seule cellule, donc avec un noyau, mais qui sont capables de faire des squelettes assez extraordinaires. Là, on est moins d'1 millimètre, hein, on est à quelques centaines de micromètres. Ça, c'est un organisme, par exemple, qui fait un squelette en carbonate de calcium, comme de la pierre. Il y a beaucoup d'organismes du plancton, hein, c'est des unicellulaires, mais ils se mettent ensemble, en fait, ce qu'on appelle, ils se mettent en colonie. Donc là, par exemple, c'est une colonie de plusieurs centaines, milliers de cellules qui forment une colonie. Là, c'est pareil, c'est ce qu'on appelle une diatomée. Donc ça, c'est un squelette en verre, et puis ils peuvent se mettre ensemble là, et faire un collier. Donc là, on grossit de plus en plus. Là, on est vraiment dans des petites cellules qui font 1 micromètre, 1 millième de millimètre. Puis, donc là, on va commencer à voir les bactéries dont je vous ai parlé en introduction, hein, ces bactéries, voilà, qui, par exemple, ici, on voit des petites bactéries qui vivent autour d'une microalgue, d'un phytoplancton. Il y a beaucoup d'échanges de vitamines, de différentes molécules. Donc ces bactéries, hein, certaines ont été essentielles, je vous l'ai dit, au démarrage de la vie sur Terre en injectant de l'oxygène dans l'atmosphère. Et là, c'est les virus. Ça, c'est le happy end. Donc les virus qui viennent voilà, il y a énormément d'attaques parasitaires, attaques virales aussi dans l'océan. Et ils sont extrêmement essentiels, ces virus, pour contrôler les populations de plancton. Donc là, maintenant, on va justement vous faire voir maintenant PlanctoQuest, hein, cette nouvelle application réalité virtuelle qu'on a développée. Donc là, maintenant, en fait, on est sur Grenoble et on utilise beaucoup de microscopes, on appelle électroniques, pour vraiment rentrer dans les cellules. C'est une manière de comprendre comment ces organismes réagissent à leur environnement. Et donc, à partir on fait des reconstructions 3D à l'intérieur de ces cellules, hein, pour reconstruire un petit peu l'architecture en 3 dimensions. Jusqu'à maintenant, ce n'était pas possible, c'était surtout en 2D. Donc en 2D, on comprend bien qu'il est extrêmement difficile de comprendre comment des structures cellulaires peuvent s'agencer entre elles. Et donc, à partir on a reconstruit en 3D, puis on a développé justement cette application. Donc normalement, vous allez voir exactement ce que je vois dans le casque. Et après cette intervention, vous êtes invité, si vous voulez, à essayer le casque, hein. On a plusieurs casques, et puis l'idée, c'est de se mettre un petit peu derrière. Et voilà, c'est pour les enfants, pour les adultes, il n'y a pas d'âge. Est-ce que vous voyez quelque chose derrière? Super. Hop. Non. Donc en fait, c'est vraiment que avec les mains. Alors, j'espère que les zones ont bien été définies pour pas que je me casse la figure. Donc on peut vraiment définir une zone, ça peut être une salle entière, et évoluer dans l'océan. Donc là, normalement, vous voyez ce que je suis en train de voir. En approchant votre main dessus et en serrant votre poing. Donc par exemple, je ne sais pas si vous voyez cet organisme-là. Donc là, je le prends avec la main. Gauche, et puis, je vous disais que certains organismes sont capables de faire des petites structures minérales. Donc là, on voit bien des petites assiettes, là, des petites plaques en carbonate de calcium.
Donc c'est ce qu'on appelle un coccolithophore. Donc ça fait à peu près 5 microns. Voilà, on peut l'agrandir avec les mains, rentrer dedans. Et puis après, ceux qui ont la chance de le tester, après, donc il y a une montre à gauche, voilà, une montre virtuelle. Et puis on peut, voilà, par exemple, je ne sais pas si vous voyez le couteau. Est-ce que vous voyez le couteau? Je suis tout seul dans la mer. Oui, c'est bon. Et donc là, on vient le couper justement. Et là, on accède à l'intérieur de la cellule. Donc ça, c'est des vrais, si vous voulez, c'est des vraies reconstructions en 3D qu'on a faites avec la microscopie. Et c'est là qu'on peut commencer à regarder un petit peu à l'intérieur des cellules. Ok. Ok. Donc là, c'est ce qu'on appelle, donc c'est en fait, c'est une petite pierre, hein, une coccolithe. Je ne sais pas si vous voyez, ouais. Donc c'est une cellule, voilà, qui arrive à fabriquer cette pierre à l'intérieur de sa cellule. Et je ne sais pas si vous connaissez les falaises d'Étretat, hein. Donc c'est des structures, en fait, c'est toutes ces petites plaques là qui sont descendues dans le fond des océans pendant des millions d'années et qui peuvent former comme ça des grosses structures qu'on connaît. Donc ça, c'est la mitochondrie dont je vous parlais tout à l'heure, hein, donc qui est en fait une ancienne bactérie. Et c'est vraiment le moteur de la cellule, hein, c'est ce qui permet de produire notre énergie, hein, il consomme donc tous les sucres qu'on mange pour produire de l'énergie qui est absolument essentielle. Donc cette mitochondrie, elle est vraiment différente selon les organismes, selon les différents aussi selon les conditions, hein, si une cellule est en stress ou etc. Donc justement, l'idée de reconstruire en 3D, c'est qu'on peut essayer de mieux comprendre un petit peu comment une cellule réagit avec son environnement. Donc vous voyez en fait qu'une cellule du plancton, hein, a les mêmes structures qu'une cellule humaine, sauf, donc là il y a le noyau. Donc ça c'est ce noyau dont je vous ai parlé, hein, qui est caractéristique de ces cellules dites eucaryotes, qui renferment donc l'ADN, notre information génétique. Donc c'est un petit peu le centre de commande de la cellule. Donc là on ne peut pas rentrer à l'intérieur, mais si on rentrait encore dans le noyau, on verrait l'ADN. Et puis ça, c'est cet organelle qui est extrêmement important, hein, que j'ai appelé là, le chloroplaste, que les plantes ont aussi, hein, qui fait la photosynthèse. Alors c'est une structure dans le phytoplancton qui est peut-être la plus volumineuse, hein. Elle peut occuper 40 à 60% du volume de la cellule. Et donc c'est ce qui permet donc, de faire la photosynthèse. Et on va voir un petit peu après les échanges gazeux. Regardez votre poignet gauche. Appuyez avec votre doigt sur le bouton Nutri. Donc en fait, le plancton, ce phytoplancton, on peut dire il fait de l'énergie juste avec le soleil, avec la photosynthèse, hein. Eh bien non, hein, comme nous et comme les plantes, ils ont besoin de nutriments. Et ça, c'est extrêmement important, hein, dans l'océan actuel. Et par exemple, là, vous voyez, il y a plusieurs nutriments essentiels comme l'azote, hein. Donc là, on peut donner à manger au plancton qui grandit. Des métaux sont extrêmement importants, hein, les métaux. Donc le fer est un métal et c'est extrêmement important pour le plancton. Et puis le phosphore. Donc normalement, s'il a tous ces éléments, eh bien, le plancton se divise. Vraiment, il faut imaginer que je vous ai dit qu'il y a une régénération très rapide de ce plancton dans l'océan, parce qu'il se clone en fait tous les jours, pratiquement tous les 2 jours. Si les conditions sont favorables, il se divise comme ça. Donc il forme deux cellules. Et donc là, vous voyez à gauche ou en vert le chloroplaste, et puis en rouge, c'est la mitochondrie. Et donc le chloroplaste, je vous ai dit, fait la photosynthèse. Et donc là, je ne sais pas si vous voyez, il y a le CO2, hein, le dioxyde de carbone, qui vient de l'atmosphère, et donc qui vient comme ça être capté par le chloroplaste, et puis ressort de ce chloroplaste l'oxygène et des sucres. Donc ça, c'est vraiment cette réaction de photosynthèse que les plantes font aussi, hein, qui produisent 50% de notre oxygène sur Terre. Et puis les 50% autres sont ce phytoplancton, hein, qui, voilà, on voit bien l'oxygène qui repart dans l'atmosphère. Et puis la mitochondrie, c'est un petit peu l'inverse, hein, comme notre mitochondrie, je vous ai dit, eh bien, elle va capter de l'oxygène, hein. Nous, on a besoin d'oxygène pour respirer, pour cette mitochondrie. Et puis, va fournir de l'énergie pour la cellule. Et le produit aussi, le déchet, si vous voulez, de la mitochondrie, c'est le dioxyde de carbone. Donc on voit bien un petit peu
les échanges gazeux hein, dans une cellule de plancton entre la mitochondrie et le chloroplaste. Et donc, pour se rendre compte. Donc là, on était vraiment le jour, hein, quand il y a la lumière du soleil. Et puis, et la nuit, en général, voilà, c'est la nuit totale. Il n'y a pas de lumière, de photons qui viennent dans ce chloroplaste là qu'on voit ici en vert. Donc, il n'y a pas de photosynthèse. Par contre, la mitochondrie, elle, bah, heureusement, elle continue de fonctionner comme notre mitochondrie. À partir de maintenant, On a fait aussi une vidéo à 360, c'est-à-dire on va vraiment rentrer à l'intérieur de la cellule et pour faire un voyage. Donc voilà, on rentre dans ce cocoïtophore. Donc on n'a pas représenté forcément toutes les structures hein, de la cellule. Il y a énormément de structures. Faut s'imaginer. Il n'y a aucun vide hein, dans une cellule. C'est vraiment. Je pense que c'est pire que le trafic à Paris. Hein, c'est encore plus dense. Mais là, on a représenté les structures les plus importantes. Hein, donc ce chloroplaste en vert. Et puis ce noyau bleu là qui renferme cet ADN, hein, qui va vraiment contrôler la cellule. Et puis cette mitochondrie rouge là qui fait un réseau dans la cellule qui permet de produire de l'énergie pour la cellule. Donc, par exemple, ces cellules-là, hein, on peut les voir par exemple de satellites. Hein, c'est des cellules qui peuvent faire des efflorescences. Donc elles se clonent extrêmement vite parce que les conditions sont favorables. Alors parfois, ça fait ce qu'on appelle des marées rouges hein, et ça peut devenir des pollutions hein, sur nos côtes. Par exemple, un apport trop important en nitrate, eh bien, les cellules se divisent et ça peut avoir des effets néfastes pour l'écosystème. Donc là, j'ai peut-être le temps d'attraper un autre organisme. Je ne sais vraiment pas où je suis là, alors j'espère que je ne vais pas tomber. Donc là, c'est un autre organisme qu'on appelle dinoflagellé. Alors il y a une petite interro à la fin, donc il faut bien suivre. Hein. Donc ça, la dinoflagellée, c'est un petit peu plus gros. Là, on est entre 20 et 40 microns. Et donc ça, c'est une cellule extrêmement importante. Je vous ai parlé des marées rouges, mais il y a aussi dans le plancton, malheureusement, du plancton qu'on appelle toxique, hein, qui peut, par exemple, par des moules ou des huîtres, être filtré. Hein. Tous ces organismes filtrent le plancton. Hein. Je vous ai parlé de chaînes alimentaires. Eh bien, parfois, malheureusement, comme cet organisme, parfois, il peut être toxique. C'est-à-dire, on peut, par exemple, être interdit de manger des moules et des huîtres parce que, à cause de ces risques toxiques. Donc voilà un petit peu cette cellule. On peut jouer avec, hein, encore une fois, avec les mains, etc. Et puis là, on a envie de regarder à l'intérieur parce que c'est vraiment une cellule complexe, vous allez voir. Donc là, on prend le couteau, hein, juste avec la main. On vient disséquer. Et puis alors là, on voit qu'il y a beaucoup plus de structures. On va retrouver en vert le chloroplaste. Hein. Donc voilà, encore une différente forme. Il peut faire. Alors parfois dans une cellule, il y a un chloroplaste comme ici, mais qui fait un réseau. Ou parfois il y en a plusieurs. Dans une plante, si je me souviens bien, ça dépend effectivement où, mais dans une feuille, chaque cellule à peu près a une centaine de chloroplastes. Donc des petits chloroplastes. Alors là, il y a des structures vraiment intéressantes. Donc ça, on retrouve la mitochondrie. Hein, donc je ne vais pas répéter ce que c'est la mitochondrie. Voilà. Et puis il y a des structures ici que vous voyez ici en orange, c'est l'amidon. Donc c'est exactement ce qu'on retrouve dans les pommes de terre en fait. C'est les microalgues du plancton. Hein, ce phytoplancton, il va fabriquer beaucoup de sucre avec la photosynthèse. Et ce sucre, il va le stocker pendant la journée sous forme d'amidon ici. Donc ici, vous voyez, c'est comme si voilà, c'est plein de petites pommes de terre hein, qui sont remplies d'amidon. C'est des polymères de sucre qui sont fabriqués pendant la journée. Et la nuit, comme il n'y a plus de photosynthèse, je vous ai montré, il peut y avoir une consommation de ces sucres pour avoir de l'énergie. Il y a une autre forme de stockage de ces sucres, hein, de ce carbone, c'est sous forme de lipides. Hein, donc ça, c'est des graisses. Et donc il y a certaines cellules comme celle-là hein, qui fait énormément de gras, on va dire. Donc là, on voit bien que c'est assez énorme dans la cellule. Donc là, on peut rentrer. Alors on ne peut pas goûter encore, il n'y a pas d'odeur, mais peut-être
ça va évoluer. Et donc ça, c'est le noyau. Alors, c'est un noyau particulier, c'est que là, on voit carrément l'ADN. Je vous disais, avant, on voyait juste vraiment l'extérieur. Là, ça, c'est des chromosomes, en fait. C'est des chromosomes qu'on voit très, très bien sur ces organismes. Donc, chaque chromosome contient tout l'ADN. Voilà. Je vais reprendre un autre plancton, peut-être un dernier, puis après, on laissera la place aux questions. Celui-là, c'est mon favori. Voilà. Alors ça, je vous disais, ce monde animal, végétal, en fait, dans le plancton, il n'existe pas vraiment. Donc ça, c'est un protiste, voilà, un unicellulaire qui fait un squelette. Mais à l'intérieur, vous voyez des petites boules jaunes, je ne sais pas si vous voyez. Et en fait, c'est des microalgues. Et donc, c'est une espèce de cellule animale végétale, puisque comme les coraux, hein, dans la cellule, il y a énormément de ces microalgues en symbiose. Et donc, ça, c'est ce qu'on étudie, par exemple, au laboratoire. Donc, ça, c'est une cellule qui fait à peu près 200 microns. Et puis là, justement, on va aller regarder à l'intérieur de cette cellule. Et donc, on retrouve les chloroplastes. Donc, par exemple, donc ça, c'est la mitochondrie. Voilà. Et par exemple, cette cellule-là, eh bien, elle contient beaucoup de chloroplastes. Hein. Ce n'est pas un seul, c'est beaucoup de chloroplastes. Et ce qu'on a vu, par exemple, grâce à ces techniques de microscopie au laboratoire, c'est que ces microalgues se transforment à l'intérieur de leurs cellules hôtes, hein, et notamment elles grossissent et elles multiplient leur chloroplastes. Donc on étudie vraiment pourquoi et comment il y a cette transformation morphologique de l'algue à l'intérieur d'une cellule. Donc là, on retrouve le noyau donc, qui contient l'ADN. Merci.